Nous sommes le 2 novembre 1960. Il est à peu près 20 heures quand j'apprends en écoutant Radio Brazzaville une nouvelle terrifiante. Le docteur Félix Roland Moumié, président de l'UPC, a été victime d'un empoisonnement en Suisse. Il est entré dans le coma et se trouve en ce moment à l'hôpital cantonal de Genève. Mon Dieu, c'est bien de mon mari dont il s'agit. Rappelons le contexte du drame. 1960, c'est l'année des indépendances africaines. Dès 1958, la Guinée de Sékou Touré a pris les devants par une rupture spectaculaire. Craignant une contagion inévitable, Paris s'est employé à contrôler sévèrement l'émancipation de ses autres ex-colonies, y installant des hommes tous dévoués aux intérêts de la métropole. On veillera, sous couvert d'assistance technique, à protéger ces despotes par tous les moyens contre leurs opposants. Dans l'esprit du général, peut écrire Pascal Cropes, les nouveaux États doivent rester dans le champ de l'influence française. Une forme de néocolonialisme nourrit des liens historiques, affectifs et économiques qui unissent l'ancienne métropole à ces territoires. En fait, le SDES, sur les ordres de Jacques Foccart, va régenter l'Afrique francophone. Une emprise qui subsistera jusqu'à la mort de Foccart. Au Cameroun, l'homme de la France, c'est Amadou Ahidjo, que Paris a placé à la tête du pays au moment de l'indépendance. Cela, bien entendu, pour empêcher l'Union des populations camerounaises, l'UPC, l'un des plus puissants mouvements d'Afrique noire qui se battait pour l'indépendance depuis 1955, de prendre réellement en main le destin du pays. En septembre 1958, une patrouille française a abattu son fondateur, Ruben Niobé, pour chasser. Félix Roland Moumié, son successeur, a dû se résoudre à l'exil. Mais les UPCistes, sur le terrain, ont continué le combat, menaçant le pouvoir incertain d'Ahidjo. Inquiet, ce dernier a lancé un appel au secours à sa puissance protectrice, la France. Il est des cadeaux que la France paternelle ne sait pas refuser. Ses troupes, quoique incendiant des dizaines de villages et ratissant la Sanaga au prix de milliers de morts, n'avaient pas réussi à anéantir l'UPC. La France, inquiète de l'aggravation de la situation en pays Bamileke, décida de frapper à la tête. Foccart, le maître d'œuvre, lança l'opération Homo contre Félix Moumié, sous le paravent de la main rouge. Lui, qui se réclamait de l'autorité directe du général de Gaulle, parlait-il de toutes ses affaires à son chef? J'ai été longtemps hanté par ces questions. La suite de l'histoire est désormais sans mystère. Le meurtrier avait été bien choisi. Il s'agissait d'un vétéran des services secrets, ancien d'Indochine, qui se faisait passer pour un journaliste et se disait passionné par l'Afrique. Selon toute vraisemblance, William Bechtel avait été chargé depuis quelques mois de pister le leader camerounais pour gagner sa confiance. Se présentant comme sympathisant de leur cause, en exhibant ses articles publiés dans certaines revues plutôt confidentielles. Il avait déjà rencontré Félix Moumié en août à Accra, au Ghana. Moumié lui avait confié qu'il pensait se rendre bientôt à Genève. Bechtel lui fit alors promettre à mon mari de lui téléphoner pour une interview. Le piège fut ainsi posé. Le reste n'était plus qu'affaire de technique. Les assassins choisirent le poison comme arme du crime. Ce devait être le thallium, un métal proche du plomb, mortel à petite dose, ayant la propriété de ne produire ses effets que plusieurs dizaines d'heures après son absorption. Le poison serait préparé à la caserne Mortier, quartier général du SDES. Il ne restait plus à Bechtel reparti à Genève qu'à attendre le coup de téléphone de Félix Moumié. Le 10 octobre, sur instruction de Moumié, son ami suisse Liliane Frilly appelle Bechtel. Elle lui précise que le leader UPCiste doit prendre l'avion pour Conakry dès le 16 octobre. Elle obtient alors immédiatement un rendez-vous pour le 15 octobre.
La suite est racontée par le général Grossin, le chef du SDES, lors d'un entretien avec le journaliste Pascal Croupe, dans son livre intitulé « La piscine ». Bechtel avait invité Moumié le samedi 15 octobre à dîner dans un restaurant de la vieille ville de Genève, le Plat d'Argent. Moumié s'y rendit avec un étudiant camerounais de Clermont-Ferrand, Jean-Martin Tchatchet. À peine arrivé, Moumié fut demandé au téléphone. Il s'étonna puisque personne ne savait qu'il se trouvait dans ce restaurant, mais il y alla. Le journaliste occupa l'étudiant en lui montrant quelques documents confidentiels sur son pays et versa discrètement un peu de thallium dans le perno de Moumié. Le dirigeant camerounais revint à table en se plaignant car il n'avait personne au bout du fil. Moumié parla beaucoup, mais ne but pas son apéritif, et qu'il laissa de côté, sur la table. Notre agent répéta donc son stratagème avec le vin. L'exercice était périlleux, en raison de la présence des deux hommes. Moumié but enfin son vin. C'était parfait. Il irait mourir à Conakry, où pas un médecin ne serait capable de dire qu'il avait été empoisonné. On accuserait Sékou Touré du meurtre, mais soudain ce fut la catastrophe. Alors que le repas se terminait sur un café, Moumié récupéra son perno et le but. C'était foutu. La dose minutieusement préparée à la caserne Mortier était maintenant double, trop forte, et Moumié fut hospitalisé à Genève le lendemain. Notre agent avait fait une erreur. Bechtel aurait dû renverser le perno sur la table. C'était foutu, en effet. Le lendemain, à l'aube, Félix Moumié fut pris d'atroces douleurs intestinales. On le transporta d'urgence dans une clinique, puis à l'hôpital cantonal de Genève, où l'empoisonnement fut détecté. Empoisonnement au thallium. Tandis qu'agonisait le leader camerounais, la police suisse commença lentement à mener son enquête. Le 5 novembre seulement, 2 jours après la mort de Moumié, elle se décida à perquisitionner au domicile de William Bechtel, précipitamment parti. Si précipitamment qu'il aurait laissé sur place, outre des documents compromettants, un veston, dans une poche duquel on aurait retrouvé des traces de thallium. Le 15 novembre, un mandat d'arrêt international fut évidemment lancé sans grand effet. L'assassin avait trouvé refuge sur la côte d'Azur, dans un appartement discret que lui avait fourni le SDES. En 1975, il fut interpellé en Belgique et extradé en Suisse. Simple incident de parcours. En 1980, 20 ans après le meurtre, le tribunal helvétique l'acquitte, faute de preuves. 5 ans plus tard, petit vieillard de 90 ans, il meurt paisiblement, en bon serviteur de l'État, à l'hôpital militaire parisien du Val-de-Grâce. Victime du colonialisme français. Marthe Moumié.